aucune puissance qui a les ressources, ni politiques, ni économiques, ni technologiques, pour venir sur les côtes africaines, pénétrer à l'intérieur du continent et qui arrive, qui ramasse les gens dans les villages et les amène pour les exporter. C'est parce que des groupes sociaux africains, des élites africaines ont très bien compris l'avantage qu'ils pouvaient tirer de ce facteur externe qui arrive sur les côtes africaines et servir de relais pour la capture des esclaves, organiser une économie assez efficace qui ne pose aucun problème moral à personne à cette époque. C'est à nous, aujourd'hui, que ça pose des problèmes moraux. Il existe toutefois des historiens ou des intellectuels courageux qui ont décidé de regarder l'histoire en face, parfois contre leur propre société. Le professeur Tube est de cela. Un événement l'a marqué. Une conférence en 2001 pendant laquelle il a osé sortir des discours convenus et parler de toutes les traites. Quelle a été la réaction de l'auditoire? Dans l'auditoire, il y avait des Européens, il y avait des Africains. J'ai fait exprès de ne pas dire des Blancs et des Noirs. J'aurais pu le dire. Pour moi, les problèmes que je posais étaient des problèmes inodores, incolores et sans saveur, que c'était des banalités et que personne ne s'occuperait de ma communication. La réaction de la salle, en tout cas du côté des Africains, a été d'une violence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne savais pas que c'était aussi chaud et aussi violent. Le sujet que j'abordais, c'était d'une sensibilité, d'une telle sensibilité. Franchement, je n'en étais pas conscient. Mais j'ai senti que dans la salle, il y en a qui se sont levés pour dire que ce que vous racontez, c'est des histoires, vous allez trop vite. Mais je n'ai entendu aucune critique réelle de ma communication, une critique scientifique. Mais ce qui me l'explique, c'est ceci. C'est que quand j'ai terminé mon exposé à Bamako, qu'il y a eu cette réaction violente, mais peu scientifique, mais plutôt réaction épidermique à ma communication, quand je suis sorti de la salle, des Africains sont venus me voir. Ils n'étaient pas très nombreux, mais quand même c'est assez représentatif de quelque chose pour me dire, vous savez, ce que vous dites là, c'est vrai, vous avez raison, qu'on doit explorer cet aspect des choses, mais il ne faut pas le dire devant les Blancs. Et les Européens sont venus me voir, en aparté toujours, pour me dire, félicitations monsieur, je pense exactement la même chose que vous êtes très courageux de le dire, mais je n'ose pas le dire parce qu'on va m'accuser de raciste. Après avoir écouté ces deux positions que je comprends très bien, je me suis dit, mais où sont les historiens? Il est grand temps de prendre le taureau par les cornes. Vous savez pourquoi les gars ils se fâchent quand on envoie la thèse que oui, c'est les gars des côtes qui vendaient les gens, qui capturaient les gens pour les vendre? C'est parce que ça envoie une question encore plus profonde. C'est-à-dire qu'ils seront obligés de répondre à qui est l'envahisseur et puis qui a été la victime. Parce que les hypothèses qu'on nous donne là, elles n'ont ni tête ni queue. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de dire qu'un peuple s'est vendu lui-même. Mais eux, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Pourquoi? Parce que justement, ça pose cette question-là. Parce qu'à un moment donné, si on reconnaît que c'est les gars, les peuples condis noirs qui étaient sur les côtes là, les peuples noirs sur les côtes, c'est eux qui capturaient les gens pour les vendre, automatiquement, il faudra distinguer qui étaient les peuples victimes et puis qui étaient donc les peuples à l'intérieur des terres qui étaient les victimes et qui étaient celles dans les côtes qui sont installées à vendre les gens. Ça ne peut pas être les mêmes. C'est pour ça que cette question-là, en fait, ça fait tomber tous leurs mythes. C'est pour ça que le mythe qu'ils ont sur cette histoire d'esclavage-là, il est essentiel pour eux. Donc, ils se sont installés aux côtes, ils ont inventé des légendes, et même pas des légendes, des mythes. Il y a un handicapé qui a dessiné un baobab, Empire de Mali, le royaume Hausa. Voilà les deux seules traces archéologiques du royaume, toute l'histoire Hausa que vous entendez partout là. Leur première capitale, Al-Kalawal, et leur deuxième capitale, Wararam. Des terrains vides. C'est-à-dire que les gars, ils arrivent à faire bouffer aux gens et à enseigner dans des universités des histoires, les mythologiques qui reposent sur ça. L'Empire du Mali, on ne sait pas où la capitale est. Parfois, on nous présente un baobab vivant. Parfois, il n'y a même pas un baobab vivant. Donc, les gars là, c'est pas qu'ils sont cons. Non, leur réaction est totalement rationnelle en vrai. Si on comprend bien l'affaire. Parce que c'est des gens issus du monde ottoman qui sont venus s'installer. Monde ottoman, quand on dit monde ottoman, c'est à partir de la Turquie, l'ancien Ukraine et Turkménistan. C'est pour ça que les pays là, la plupart sont vides.
très très sous-peuplé. Les Turkménistan, vous pouvez vous allez voir, c'est vide. Donc, ils sont venus s'installer aux côtes. Et maintenant, ils pénètrent dans les terres. Mais quand ils sont installés aux côtes, chacun a inventé une mythologie disant qu'il habitait à l'intérieur des terres à l'origine pour légitimer sa progression vers l'intérieur. Et puis, le problème, c'est qu'ils le font jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, les pygmées au Congo, vous voyez cette histoire qu'on a coupé les mains des gens au Congo, là. En réalité, c'est les pygmées qui ont fait ça. Oui, oui. Vérifiez la majorité des images, vous allez voir que c'est des gens de taille très moyenne. Et voilà les gens qui coupaient. Vous voyez leur taille par rapport aux blancs. Vous voyez la taille des gens qui coupaient, non? Vous voyez les alliés. Voilà les alliés. Vous voyez leur taille par rapport aux blancs. Vous voyez leur chapeau. Vous voyez leur taille. Le Gabon que vous voyez là, la plupart des populations gabonaises, en fait, c'est des pygmées. C'est les pygmées là, c'est eux qui sont les populations du Gabon en réalité jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, non? Vous voyez ici, voilà les tirailleurs dahoméens, les gars qui sont venus au côté Bénin-Togo, aux côtes. Et voilà ici d'autres tirailleurs, vous voyez leur chapeau, c'est le drapeau de l'Ottoman. La lune avec l'étoile. C'est eux là qui sont venus sur les côtes, envahir, faire les guerres. Maintenant, ils sont arrivés à faire gober aux Gabonais. Vous voyez, c'est comme les Antillais là. Quand ils vérifient leur ADN, ils voient qu'eux tous, ils ont un pourcentage d'Indiens. Arawak, machin, je sais pas, Kalinago, machin. Ils ont un pourcentage d'ADN des Indiens. Mais on leur dit que les Indiens ont disparu. Eh bien, les pygmées, là, notamment au Gabon, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, si vous connaissez les Gabonais, la plupart des Gabonais, là, ils sont très courts. Et vous voyez cette façon d'être court, un peu trapé, avec beaucoup de chevelure touffue. Vous voyez, c'est pas comme les Noirs. Ils ont de la chevelure, mais touffue. Vous voyez, non? Là, ils ont des petites touffes, surtout les femmes. Elles sont un peu trapues, et puis ça, c'est la physionomie pygmée, en fait. Mais, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont métissé beaucoup les pygmées. Et puis maintenant, ils ont réclassifié les pygmées. En disant que les pygmées, voilà, les petits groupes, c'est ceux-là seulement qui restent. En réalité, le Gabon, c'est des pygmées. C'est comme si tu dis, les Antillais par rapport aux Arabes, c'est pareil. C'est comme ça, ils sont par rapport aux pygmées. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça là, par exemple, ça, c'est nous les Peuls du Fouta Diallo, dans les années 30. Vous voyez comment on était physiquement. Voilà. Donc, ils sont arrivés à faire gober aux gars que les pygmées ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a que les petits groupes pygmées. Et ils sont fiers, hein. Et ils sont fiers, hein. Voilà. Chaque ethnie majeure au Gabon a ses pygmées. Les Yaoundé, les Fanza ont leurs pygmées, les Baka. Les Bapounou ont leurs pygmées. Les Miens ont leurs pygmées. Les Oro-Togo, ils ont leurs pygmées. Pas des Gabonais, vous ne vous mélangez pas avec nous. Vous ne vous mélangez, vous êtes qu'entre vous. Ça, initié dans le Ndjobi, dans les Melan, dans le Buiti. Nous les femmes, nous avons nos pygmées, c'est les Baka. Allez-y à Mimongo, vous allez trouver les pygmées pour nous, les pygmées Tsogo. Vous allez trouver le Benga, c'est le pygmée Nienais. C'est le pygmée du Mpongo et le Benga. Vous voyez dans la vidéo, le gars, il y a une vidéo là, et le gars, il vous dit que chaque ethnie, ces eux là-bas, ont un pygmée, ont son pygmée. Et c'est ce qu'ils veulent faire avec nous, les Peuls. C'est pour ça que, vous voyez, les pygmées ici sont un peu Cameroun, un peu République centrafricaine, un peu Gabon, Guinée, Congo, ainsi de suite. Maintenant, là aussi, nous, c'est ce qu'ils veulent nous faire. Vous voyez, non, ils disent qu'en Afrique de l'Ouest, ils sont en mode, les Sénégalais vont dire on a nos Peuls, les Maliens vont dire on a nos Peuls, ils sont différents des autres Peuls. Vous voyez, non, c'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire que les mécanismes de domination, là, jusqu'à aujourd'hui, il est pratique. Il est pratique. Donc, le royaume Congo, quand vous les demandez traces archéologiques, ça n'existe pas. Ils ont inventé un royaume après s'être installé dans les côtes. Donc, maintenant, la question là, quand on sort, parce que par exemple, le fameux Tamerlan, qui a été amené en Haïti, il vient du Massina, là où il y a la guerre aujourd'hui au Mali, là. Oui, oui. Et voilà. Il était un percepteur des rois de Ségou, mais en fait, lui-même, il venait du Nord. Donc, si on commence à creuser ce dossier-là, ça ne les arrange pas. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas. Parce que l'histoire officielle aujourd'hui est bancale, elle n'a pas de sens. Et quand on dit traite des esclaves, en fait, c'est les esclaves qui ont traité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont renversé la communication. Ça, c'est un peu de côté Mali. Mali jusqu'à Burkina, là. Maintenant, ils ont renversé la communication. Vous voyez ici, ça, c'est la physionomie des envahisseurs. Leurs femmes, c'est comme ça ils sont. Ça, c'est pas la physionomie de pygmée. Vous voyez, ils n'ont pas de cheveux. Ils sont épais, ils ont une carrure particulière qui est très distincte. Ça, c'est une femme du Burkina dans les années 30. Donc, en fait, quand ils disent traite des esclaves, en fait, c'est parce que c'est eux les esclaves en vrai. Parce que pourquoi ils ont été faits dans un programme bien précis après le reset. Vous voyez, non? Ils ont été faits pour exécuter une tâche précise. C'est pour ça qu'ils sont esclaves en fait. Vous voyez, non? Maintenant, la traite, c'est leur activité de traite. C'est la traite des esclaves. C'est qu'ils ont renversé la compréhension des mots.
Le commerce des esclaves, c'est que c'est les esclaves c'est eux les esclaves là qui attrapaient les gens pour les vendre. C'est pour ça qu'on dit commerce des esclaves. C'est leur commerce en fait. En fait, ils disent la vérité. Tu es obligé de dire la vérité. Mais le problème, c'est la compréhension de ce qui est dit le problème. Parce qu'ils nous embrouillent l'esprit. Donc, de la même manière qu'ils font avec les pygmées là, ça qu'ils essaient de le faire avec nous le peuple aujourd'hui. Et puis, comme le professeur là, ce qu'il explique là, le professeur là, ce qu'il explique en fait, pourquoi les gens ils sont très très réactifs à fleur de peau par rapport à ça, c'est parce que si on va dans cette logique, on sera obligé de poser la question à un moment donné qui a été la victime. Et on sera obligé de conclure que, en fait, rien qu'en observant géographiquement où les gars en question sont positionnés et les pratiques qu'ils font aujourd'hui, on saura que ceux-là, déjà leur histoire ne repose sur rien, c'est des envahisseurs en fait. Ouais, non? En fait, ça fait tout péter. C'est pour ça que il y a des Antillais, ils comprennent pas. Ils pensent que les gars là, c'est parce qu'ils les aiment, veulent à tout prix maintenir ce narratif d'esclavage. Non, c'est parce que ce narratif, c'est celui-là qui a la garantie de leur présence en Afrique en fait. C'est avec ça qu'ils arrivent à expliquer que ils sont pas nombreux. Des ethnies qui soi-disant existent depuis 2000, 3000 ans, qui ne font même pas 100 000 individus, anomalie totale. Et c'est ça qui explique aussi qu'ils n'ont aucune culture qu'on voit, c'est-à-dire que littérature, texte écrit, traces archéologiques, c'est tout ça. Ouais, on nous a pris notre force vitale, et voilà, les jeunes ont été amenés. Ouais, non, c'est ce narratif-là qui leur permet de colmater les anomalies dans le narratif qui permet l'existence de ces colonies qu'on appelle aujourd'hui pays en Afrique. C'est pour ça. Mais vous voyez, le professeur, finalement, il ramène ça à une histoire de blanc-noir. Non, c'est pas, c'est pas ça. C'est esclave et non esclave. Parce que les esclaves, c'est qui? C'est les gars là qui ont été fabriqués après Reset avec une IA programmée. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ne peuvent pas sortir de leur programme en fait. C'est pour ça qu'on a esclaves.